Bientôt des projets de développement durable à Grand Bassam dans la région du sud de Comoé, une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie. Déformer l'actualité et susciter souvent des rumeurs, c'est le quotidien des titrologues en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi se contentent-ils de lire la première page des journaux? Il s'explique ce soir. Enfin, le festival du Bounkani bat son plein à Bouna, plusieurs pays invités. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Grand Bassam, dans le sud de Comoé, va bientôt expérimenter le développement durable. L'Organisation internationale de la francophonie a signé une convention avec la municipalité. L'OIF veut ainsi financer des projets de développement durable à Grand Bassam. Tout de suite, les explications de Mamadou Kouassi. La ville de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, désormais ville durable. Cette localité va bénéficier du financement de son projet de développement durable, un projet qui prend en compte la résolution des problèmes écologiques et de lutte contre la pauvreté. Cette décision a été matérialisée par une signature de convention entre Georges Philippe Ezali, maire de la première capitale de la Côte d'Ivoire, et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Une initiative qui s'inscrit dans le projet de la mise en œuvre d'un programme de développement durable à travers les villes de l'espace francophone. Les questions d'emploi des jeunes, les questions d'assainissement, les questions de traitement des déchets, etc. Et en face, on met donc des solutions possibles, notamment dans le cas de Bassam, de faire de Bassam une ville touristique durable. Grand Bassam va être le modèle de ville durable au niveau de la francophonie. Je crois que c'est quelque chose de très important et donc va être accompagné en termes d'expertise, en termes de recherche de financement, en termes de mise en place des cadres réglementaires. Dans cet accord, l'Organisation internationale de la francophonie s'engage à soutenir la ville de Grand Bassam dans la réalisation de plusieurs projets de développement durable. Et la région bruxelloise, partenaire de l'OIF, s'engage à accompagner Grand Bassam dans la mise en œuvre de ce projet. Cette année-ci, un financement de 250 000 € a été fourni et nous espérons pouvoir inscrire cette collaboration dans la durée, que ce soit sur le plan financier, mais également sur le plan technique, puisque la région bruxelloise dispose d'une certaine expérience en matière de processus de ville durable. La région bruxelloise a été très séduite par ce processus. On pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans le domaine des villes durables en Afrique et des initiatives pilotes comme celle-ci méritent d'être soutenues, d'être valorisées parce que ça permet de répondre à de réels besoins en termes d'urbanisation, en termes d'accès à l'énergie, en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir soutenir et valoriser ce type d'initiative. Ce sont 5 villes pilotes qui seront retenues. Et la ville de Grand Bassam est la toute première à concrétiser cet accord qui sera porté sur plus de 10 milliards de francs CFA pour le bien-être de la population de la première commune de Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lance le sevrage tabagique. Il s'agit d'amener la population fumeuse à arrêter la consommation de tabac dans le but de s'affranchir de la dépendance induite. Cette campagne qui s'est ouverte hier s'est achevée aujourd'hui. Des fumeurs en face de leur questionnaire. Ils veulent s'affranchir de leur dépendance du tabac. Depuis ce jeudi matin, ils sont soumis à des consultations foraines d'aide au sévrage tabagique. Une initiative du Programme national de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, PNLTA, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des consultations foraines au cours desquelles les fumeurs sont soumis à des tests psychotechniques suivis de prescriptions médicales selon les cas. Pour sévrer quelqu'un, il y a 2 éléments qui sont essentiels. Le premier élément, c'est la motivation, c'est-à-dire que la volonté de la personne. Si la personne n'est pas de très bonne volonté, s'il n'est pas suffisamment motivé, on ne peut pas l'aider. Une fois qu'il est motivé, on va s'assurer le degré de dépendance. C'est-à-dire que selon les dépendants, il y en a qui sont motivés, mais comme ils sont fortement dépendants, on ne peut pas leur donner des conseils et les aider à arrêter. Donc ça va susciter la prescription de certains médicaments. Intéressés, les fumeurs ont démontré leur engagement à s'affranchir du tabac. Bon, ce matin, j'ai eu l'information qu'il y avait une formation ici pour essayer d'aider ceux qui veulent arrêter et tout ça. Donc je suis venu de Port-Bouet ce matin, je vais arrêter. La cigarette nous permettait de réfléchir aussi. Ça nous permettait de réfléchir en tant qu'artiste. Mais on ne savait pas qu'on se faisait du mal.
Voilà, c'est au fur et à mesure, au fil du temps, qu'on a travaillé beaucoup, qu'on s'est rendu compte que la cigarette n'était pas bon pour nous. Il fallait que ça s'arrête. Des actions que le PNLTA entend continuer afin de réduire considérablement la consommation du tabac en Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Patricia Omo-Etia et Félix Amani. L'école primaire publique La Colombe du plateau d'Ocuy entièrement réhabilitée. C'est une initiative de l'association humanitaire française Savoir-Vivre. La remise des clés de l'établissement scolaire s'est déroulée le 3 décembre dernier. Il s'agit pour l'association humanitaire française Savoir-Vivre d'offrir aux enfants une instruction solide et un beau cadre éducatif. Herman Niamien. De l'école primaire publique La Colombe du plateau d'Ocuy peuvent désormais prétendre apprendre dans un cadre approprié. L'établissement, qui était dans un état de délabrement très avancé, a été entièrement réhabilité par l'association humanitaire française Savoir-Ivoire. À travers ce geste, cette association veut contribuer au bien-être des élèves. L'école La Colombe est une école partenaire et donc elle était très délabrée. Donc Savoir-Ivoire a décidé de réhabiliter cette école. Pour la réhabilitation du bâtiment, l'association Savoir-Ivoire a bénéficié du soutien de l'armée française en Côte d'Ivoire. On a fait toute la peinture des 6 classes. J'ai amené une 60aine de soldats qui étaient tous volontaires pour venir pendant 3 jours. On s'est bien barbouillé, mais quand on a vu le sourire des enfants le dernier jour, c'était que du bonheur. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude à l'association Savoir-Ivoire. Pour eux, cette action vient mettre fin aux conditions difficiles dans lesquelles les élèves apprenaient. L'école était dans un état de délabrement beaucoup avancé, avec des murs lézardés, des toitures percées, des plafonds, comme on appelle, endommagés, l'électricité presque inexistante, où il faisait sombre dans les classes. Il faut dire qu'à Cocody 1, Savoir-Ivoire est partenaire avec 9 écoles, dont La Colombe qui vient d'être réhabilitée. C'est une grande joie de pouvoir donner un cadre agréable aux enfants, à nos élèves. Les responsables de l'EPP La Colombe ont aussi plaidé pour que l'EPP Azur, avec qui ils partagent le même site, soit également réhabilité. Une proposition jugée réalisable par la présidente de l'association Savoir-Ivoire qui entend l'inscrire dans ses prochaines actions. On va maintenant s'intéresser à un fait de société. Vous avez sûrement déjà rencontré très tôt le matin des personnes attroupées devant des kiosques à journaux. Il s'agit des titrologues. Ces individus se contentent juste de lire des titres de la presse écrite pour se faire une idée de l'actualité. Mais très souvent, ils la déforment. Alors, quelles sont les conséquences de cet acte? On en parle dans ce reportage. À Yamé, 220 logements, Bakary est vendeur de journaux. Sa journée commence très tôt le matin. Dès qu'il s'installe, la devanture de son kiosque est aussitôt envahie par des personnes en quête d'information. Cette soif d'information se limite généralement à la lecture des titres des différents journaux affichés. Ces lecteurs peu ordinaires font désormais partie du quotidien de Bakary qui exerce son activité depuis une dizaine d'années. Il vient s'arrêter à côté de moi, il regarde. Bon, des fois, il y a d'autres qui payent, des fois, il y a d'autres qui ne payent pas. Quand j'ai fini de placer mes journaux, je suis là à côté. S'il y a un client, je laisse le café, je lui sers les journaux. Les titrologues constituent une menace pour l'industrie de la presse écrite. Ibrahim Diallo en sait quelque chose, lui qui ne fait plus recette dans ce commerce. C'est le client numéro 1, parce qu'ils viennent attendre avant qu'on l'ouvre même. Ça, c'est les titrologues, mais il y a deux sortes de titrologues. Il y a les titrologues naturels et ils n'achètent pas. Mais il y a des titrologues qui viennent, ils regardent les titres pour acheter leurs journaux. Avec les titrologues, l'actualité est au rendez-vous, quel que soit l'endroit où sont exposés les journaux. S'informer sans débourser un seul sou, tel est leur leitmotiv. Je me renseigne, je vois ce qui se passe dans le pays ou bien ailleurs. Bon, si je lis un titre, bon, s'il n'a pas pu payer les journaux, je regarde ceux qui ont payé les journaux et puis je fouille dedans. Je fais mes analyses aussi. Bon, enfin, le prix aussi est là, sinon avant je payais. Comme compte tenu de la situation actuelle, l'état est un peu dur. Chaque matin, je viens parcourir les titres et puis m'acquérir des informations. Et puis ensuite, ça me convient, j'achète pour aller vérifier tout ce qu'ils ont écrit sur les titres, si c'est vrai. Le phénomène des titrologues demeure une préoccupation pour les acteurs du secteur de la presse. Comment l'enrayer?
La question reste à poser. Un reportage de Serge Koléa et Yasmine Kanga. La Côte d'Ivoire et le Libéria ensemble pour protéger leur flore et leur faune. Le comité de pilotage du corridor écologique entre ces deux pays s'est réuni récemment à Abidjan. Objectif, réaliser un corridor reliant le parc national de Taï en Côte d'Ivoire aux forêts classées de Grébeau et de Sabo au Libéria. Un corridor écologique entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Il vise à créer un espace forestier reliant les deux pays. Il s'agit de favoriser le déplacement des animaux dans les deux zones. Les animaux, quand ils sont dans un milieu, quand ils sont confinés, il y a un problème de consanguinité qui se met en place. Donc pour permettre un déplacement des populations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de réfléchir avec nos collègues du Libéria pour mettre un corridor écologique, c'est-à-dire un espace qui permettra aux animaux de se déplacer sans pourtant détruire les plantations des populations qui vivent à la périphérie. Nous travaillons sur le corridor Taï-Grébeau entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Donc nous travaillons sur ce corridor pour améliorer la biodiversité qui est importante pour les deux pays. Donc seul on ne peut pas le faire, il faut les deux pays ensemble pour arriver à un bon résultat. C'est un jumelage entre les forêts de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Il concerne le parc national de Taï pour la Côte d'Ivoire et les forêts classées de Grébeau et de Sabo pour le Libéria. Ces forêts sont très proches par leurs frontières naturelles. Le corridor écologique entre la Côte d'Ivoire et le Libéria est une initiative de la Fondation Chimpanzé. Il vise à protéger les animaux de ces forêts contre le braconnage. Il va permettre d'éviter aussi un contact entre les hommes et les animaux de brousse en cette période de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des explications de Herman Niamia et Eric Goré. Et pour terminer, l'actualité nationale, le festival du Bunkani. L'événement qui en est à sa 3e édition célèbre les peuples Lobi, Koulango et Maleke. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ont également été invités. Franck Quadio. La capitale du Bunkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire au rythme de la culture. Un festival pour célébrer les traditions, us et coutumes. Il y a les danses, mais autour des danses, il y a tout ce qui est richesse culturelle. Il y a les rites ancestraux, il y a les objets d'art que nous allons exposer. Panthéon du spectacle, Bouna. Une 3e édition qui se veut tourner vers la diversité culturelle et le développement local, thème choisi. Comment est-ce que la diversité culturelle que nous représentons en tant que peuple du Bunkani, comment est-ce que nous pouvons fédérer toutes ces énergies, toutes ces richesses culturelles afin d'assurer le développement de notre région? Pour ouvrir le bal, les panthères de Nimi, venues de Zoukoube dans le centre-ouest, la panthère, animal noble mais féroce, le mythe du chasseur savamment exécuté. Suivent le boloy de Korogo, le tipi du Togo, et la localité d'Adiaké, mais aussi des danses du terroir à Lobi, Koulango et Malinké. Une façon de promouvoir le brassage des peuples. Et le sport mettent autour de mêmes actions des personnes de différentes religions, de différentes cultures, de différents partis politiques pour célébrer et chanter, manger ensemble, se réjouir et danser. Et donc, la culture est un élément majeur pour le brassage des peuples. Brassage des peuples et implication des forces vives, un vœu caressé par les autorités. Nous nous sommes dit qu'il était temps que nous travaillions à nous connaître, à savoir d'où nous venons pour mieux nous projeter dans le futur. Ainsi donc, appuyé de chacun de vous, nous avons pu mettre en place ce festival. Le festival du Bunkani, la 3e édition du festival, débuté le 3 décembre, prend fin le 5 du même mois. À présent, l'actualité internationale. Tunis, la capitale tunisienne, échappe à un attentat. La police a en effet interpellé 2 djihadistes présumés qui préparaient des offensives. Ces interpellations, faut-il le préciser, interviennent 10 jours après un attentat suicide revendiqué par l'État islamique et qui a tué 12 membres de la garde présidentielle tunisienne.
L'Allemagne, désormais aux côtés de la France dans la lutte contre l'État islamique. Les députés allemands ont en effet approuvé aujourd'hui à une large majorité une participation allemande aux opérations militaires contre l'organisation de l'État islamique en Syrie. Berlin prévoit le déploiement d'au maximum 1200 soldats. Enfin, une enveloppe d'environ 30 000 milliards de francs CFA d'aide aux États africains. C'est ce que promet aujourd'hui la Chine lors du deuxième sommet sino-africain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette subvention va financer plusieurs programmes de coopération, notamment dans l'agriculture. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur RTI2.